tous et à toutes. Donc dans cette capsule, on va parler du tissu nerveux qui est un des chapitres que vous allez avoir en histologie. Et avant de regarder ce cours, on vous conseille d'avoir d'abord regardé le cours d'anatomie numéro 2 parce qu'en fait on aborde un petit peu la globalité du système nerveux. Donc c'est pas mal d'avoir compris ça avant de s'attaquer au tissu. Et une fois que ça sera fait, on peut débuter ce cours. Donc avant de commencer le cours à proprement parler, on va juste voir quelques abréviations que vous allez souvent rencontrer au cours de ce chapitre. Donc pour le plan du cours, on va tout de suite voir une petite introduction sur l'organisation du système nerveux central. Et ensuite, dans une seconde partie, on va voir donc les composants du système nerveux, donc c'est-à-dire la névroglie, qui sont toutes les cellules de soutien, et enfin les neurones. Du coup, pour commencer, on va voir l'organisation du système nerveux qui se divise en substances grises et en substances blanches, que ça soit donc dans le système nerveux central, donc au niveau du cerveau, ou le système nerveux périphérique au niveau de la moelle épinière. Donc en fait ici on va se focaliser sur le central, mais juste retenez que globalement l'organisation est pareille. Donc premièrement la substance grise qui va être au centre du système nerveux et qui se compose donc des prolongements gliaux, des cônes d'émergence des axones, de dendrites, de synapses, des corps cellulaires des neurones, de capillaires et de cellules gliales. Donc les cellules gliales, on va les revoir tout à l'heure, c'est ce qui forme la névroglie. Et ensuite, un petit terme qui à retenir, c'est le neuropile. Donc en fait, le neuropile, ça va désigner l'ensemble des protrusions cytoplasmiques qui se trouvent entre les cellules de la substance grise du système nerveux central. Donc concrètement, les cellules au niveau de la substance grise, ça va être les neurones et les cellules gliales. Donc c'est les deux principaux types cellulaires. Et entre ces types cellulaires, on va retrouver des prolongements. Donc ça va être les prolongements des cellules gliales, également donc les cônes d'émergence des axones, donc c'est la petite partie de naissance de l'axone. Et ensuite également donc les dendrites et les synapses. Donc c'est l'ensemble des éléments qui se trouvent entre ces deux types cellulaires qui vont former le neuropile. Le deuxième élément, c'est donc la substance blanche qui va être périphérique. Donc dans cette substance, on va retrouver des cellules gliales comme dans la substance grise. Et ensuite, on va retrouver tous les axones des neurones. Un point qui est très important, et faites vraiment attention avec ça, c'est que dans la substance blanche, il n'y a aucun corps cellulaire et aucun dendrite, puisqu'ils sont tous dans la substance grise. Donc pour faire un petit peu un résumé de tout ce qu'on a vu et en parallèle avec la morphologie des neurones, vous allez retrouver donc bien tous vos dendrites qui arrivent vers le corps cellulaire qui contient le noyau. Puis vous avez les petits cônes d'émergence des axones collés donc au corps cellulaire là où ils prennent naissance. Et ensuite l'axone du coup unique qui se prolonge depuis le corps cellulaire pour former les synapses en son bout. Et donc en faisant un parallèle avec le schéma de droite, vous voyez bien que toutes les dendrites, les corps cellulaires et les cônes d'émergence vont être au niveau de la substance grise. Et dès qu'on passe dans la substance blanche, on aura tous les axones. Donc ça, c'est vraiment à retenir parce que c'est le fondement même du système nerveux. Ok, donc maintenant qu'on a vu un petit peu l'organisation, on va s'attaquer aux constituants même du système nerveux en commençant par la névroglie. Donc la névroglie, elle est constituée des cellules gliales, comme je l'ai dit un petit peu avant, et elles sont de 10 à 50 fois plus nombreuses que les neurones, qui sont donc l'autre type cellulaire principal. Du coup, cette névroglie, elle possède plein de rôles, dont le rôle principal va être quand même un rôle de soutien mécanique, de protection et de nutrition du neurone. Ensuite, on va retrouver d'autres rôles comme la synthèse de myéline, qui va être effectuée par des cellules bien spécifiques qui vont être différentes en fonction de si on est dans le système nerveux central ou périphérique. On va détailler tout ça. Elle a ensuite un rôle de réparation tissulaire, un rôle dans le métabolisme, donc notamment au niveau des échanges ioniques et aussi au niveau de la diffusion des neurotransmetteurs au niveau des synapses. Et enfin, elle a un rôle sécrétoire, donc elle va sécréter le liquide céphalorachidien grâce à des cellules également spécifiques qu'on va revoir. Et enfin, elle a un rôle de filtre sélectif puisqu'elle va participer à la formation de la barrière hémato-encéphalique. Donc ça, c'est une notion également essentielle qu'on va revoir juste après. Et du coup, maintenant, on va s'attarder spécifiquement sur la névroglie centrale et la névroglie périphérique puisqu'elles sont un petit peu différentes. On commence donc avec la névroglie centrale qui va se composer de 5 types cellulaires
Et on va voir d'abord les épendymocytes. Donc les épendymocytes, ce sont des cellules qui possèdent un pseudo-épithélium cubique unistratifié et perméable. Donc tout ça, c'est des notions que vous allez revoir dans le chapitre du tissu épithélial, toujours en histologie. Donc je ne rentre pas plus que ça dans le détail. Donc en fait, ces cellules, elles vont recouvrir toutes les cavités du système nerveux central. Et elles vont permettre de créer une interface entre la lumière de la cavité, donc l'intérieur de la cavité, et l'extérieur de la cavité. Un point à savoir, c'est que ces cavités, elles vont être remplies de liquide céphalorachidien. Et donc, vous avez des petits cils et des petites microvillosités qui sont à la surface de l'épithélium, et elles vont donc du coup être en rapport avec ce liquide céphalorachidien. Ensuite, un autre point, c'est que vous allez retrouver beaucoup de jonctions entre ces cellules, donc notamment des jonctions adhérentes et communicantes, mais vous n'aurez pas de jonctions serrées. Et ça aussi, vous le reverrez dans le chapitre tissu épithélial. Ensuite, une notion qui sera abordée aussi, c'est la notion de plexus choroïde. Donc en fait, les plexus choroïdes, ce sont des réseaux de vaisseaux et de capillaires qui sont situés près des ventricules, donc toujours au niveau du cerveau, et qui sécrètent le LCR, donc le liquide céphalorachidien. Ils sécrètent ce liquide céphalorachidien parce que ces plexus sont tapissés eux aussi par un épithélium qui est formé par des épendymocytes spéciaux qui s'appellent les tannicytes. Donc ces tannicytes, vous les voyez sur le petit schéma en bas à droite, ils sont de forme cubique, ils sont recouverts de microvillosités et ils ont aussi beaucoup de jonctions communicantes. Et donc en fait, ces cellules qui sont donc du coup en rapport également avec le liquide céphalorachidien vont permettre de former une interface entre ce liquide et entre le sang, puisque comme vous le voyez, ils sont en contact avec les capillaires. Donc à ce niveau, on retrouve encore la notion de barrière, puisque à aucun moment le sang ne va être en contact direct avec le liquide céphalorachidien, mais il va y avoir quand même un contact indirect grâce à ces tannicytes. Donc ça, c'est quelque chose d'assez majeur à comprendre. Mais par contre, faites attention à le différencier avec une autre barrière, qui est la barrière hémato-encéphalique, et qui là est la barrière entre le sang et le cerveau à proprement parler, donc avec les neurones, qu'on va revoir un petit peu plus tard. Donc on va passer au type cellulaire suivant, qui sont les astrocytes. Donc ces astrocytes, ce sont les plus volumineux, mais pas les plus abondants. On le reverra, les plus abondants, ce sont les oligodendrocytes. Donc leur caractéristique morphologique principale, ça va être leur forme étoilée. Et ensuite, ces cellules, elles possèdent plusieurs rôles. Donc d'abord un rôle de support mécanique et un rôle structural, puisque ce sont des cellules gliales, donc elles ont ce rôle de soutien. Et ensuite, deux autres rôles qui sont des rôles majeurs. D'abord un rôle de nutrition, puis un rôle de protection. Donc, d'abord pour le rôle de nutrition, les astrocytes en fait vont former des pieds astrocytaires. Donc, c'est les sortes de rectangles verts que vous voyez à la surface des capillaires. Et ces pieds astrocytaires ils vont permettre de faire le lien entre les capillaires et les neurones pour permettre en fait le passage des nutriments qui se trouvent dans le sang jusqu'aux neurones pour tout simplement nourrir le neurone. Donc ça, c'est le premier rôle. Et ensuite, le deuxième rôle, ça va être un rôle de protection, puisque le fait que ces cellules se disposent en fait entre le sang et les neurones va permettre de protéger les neurones contre potentiellement des molécules sanguines qui pourraient être toxiques pour le cerveau. Et donc c'est ce qui forme en fait la barrière hémato-encéphalique qu'on a vu un petit peu, on en a déjà un peu parlé. Donc elle se compose de l'endothélium vasculaire, donc du capillaire, d'une lame basale et des pieds astrocytaires à proprement parler. Donc en fait cette organisation va permettre la filtration du sang, va permettre de former cette barrière pour que les neurones ne soient jamais en contact direct avec le sang. C'est l'astrocyte qui va permettre en fait de filtrer ce sang pour, par exemple, empêcher certaines molécules d'atteindre le neurone, des molécules qui pourraient être toxiques. Donc c'est très important de retenir ces deux rôles. D'abord, la nutrition et ensuite la protection. Donc en fait, c'est des rôles qui sont un petit peu liés en soi. Mais du coup, voilà, retenez bien ces deux rôles. Le troisième type cellulaire de cette névroglie, ce sont les cellules NG2+.
Donc c'est des cellules un petit peu moins importantes, on ne va pas s'attarder dessus. Retenez juste que ce sont des cellules assez peu nombreuses, donc de 5 à 10% des cellules gliales. Et ce sont des progénitrices d'autres cellules, notamment les oligodendrocytes et les cellules, d'autres cellules gliales spécifiques. Donc les oligodendrocytes, on va les revoir. Mais concrètement, voilà, leur nature n'est pas clairement établie, elles ne sont pas très bien connues. On sait seulement qu'elles ont un rôle dans la signalisation cellulaire, donc entre le neurone et névroglie, et dans la régulation de l'homéostasie du tissu nerveux. Donc voilà, on va pas plus loin. Donc justement maintenant, on va voir les oligodendrocytes qui sont les plus nombreux au niveau de la névroglie, puisqu'ils représentent 75% donc des cellules gliales. Et ces cellules, elles peuvent être de deux types. Donc d'abord fasciculaires dans la substance blanche, où ils vont s'occuper de la synthèse de myéline. Donc comme on l'a vu plus haut, au niveau de la substance blanche, on retrouve tous les axones des neurones. Et du coup, au niveau de cette substance blanche, on va avoir la synthèse de myéline au niveau central, puisque là on est encore dans le système nerveux central, effectuée par ces oligodendrocytes. Et ensuite, ils sont appelés satellites dans la substance grise, où ils vont avoir un rôle métabolique, un rôle de soutien. On ne va pas détailler plus que ça. Donc pour revenir sur la myéline, la formation de la gaine de myéline, elle va donc être effectuée par ces oligodendrocytes, par leur prolongement cellulaire, qui vont venir s'enrouler au niveau de l'axone. Vous le voyez au niveau du schéma. Mais ça, c'est valable que pour le système nerveux central. C'est très très important de retenir ça. Au niveau du système nerveux périphérique, ça va être un autre type cellulaire qui va faire la synthèse de myéline. Ce sont les cellules de Schwann, on va les revoir. Mais du coup, voilà, bien retenir que les oligodendrocytes sont uniquement au niveau central. Donc justement, on va faire un petit point rapide sur la myéline. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand un axone est myélinisé, ce qui n'est pas obligatoire, hein, vous pouvez avoir des axones amyélinisés, mais lorsque cet axone va être myélinisé, il ne va pas l'être sur toute sa longueur. En fait, il va y avoir des zones qui vont être recouvertes de myéline, qu'on va appeler des internodes, et qui sont des zones en fait isolantes. Et ensuite, vous avez des zones amyélinisées que l'on appelle les nœuds de Ranvier et qui sont riches en canaux Na+ voltage dépendant. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que quand votre influx nerveux va se propager le long de votre axone, il va se propager grâce à la dépolarisation de la membrane plasmique de votre axone. Et en fait, cette dépolarisation, elle ne peut se faire qu'au niveau des nœuds, puisque quand vous avez votre gaine de myéline qui est présente, donc quand l'oligodendrocyte entoure votre axone, il va former un isolant, ce qui va empêcher l'influx nerveux de pouvoir dépolariser la membrane, puisque la membrane ne va pas être accessible, tout simplement, la myéline va la recouvrir. Donc votre dépolarisation, elle ne peut se faire qu'au niveau des nœuds de Ranvier, et donc en fait l'influx va parcourir l'axone de proche en proche, de nœud en nœud. C'est ce qu'on appelle la conduction saltatoire. Donc ça, c'est un terme assez important à retenir. Et cette conduction saltatoire, elle va permettre à l'influx nerveux de se déplacer en fait à une vitesse très importante, beaucoup plus importante que si on n'a pas cette organisation en nœuds et en myéline alternée. Donc dans les neurones qui vont avoir des axones amyélinisés, donc sans myéline, juste un axone simple, l'influx nerveux va se propager quand même, mais moins rapidement que si vous avez cette organisation en internode et en nœud de Ranvier. Donc on va terminer la partie sur la névroglie centrale en voyant le dernier type cellulaire qui sont les cellules microgliales. Donc ce sont des petites cellules ovoïdes de la famille des macrophages monocytes. Ces cellules en fait ce sont les seules cellules de défense au niveau du système nerveux central. Puisque en fait les cellules immunitaires classiques qu'on a voilà, dans le reste de notre organisme, elles n'ont pas accès au système nerveux central puisque elles ne passent pas la barrière hémato-encéphalique qu'on a vue tout à l'heure. Donc toutes les cellules de défense, on en a dans notre sang, hein, et ces cellules ne peuvent pas passer au niveau des piastrocytaires. Donc le seul moyen pour le cerveau de se défendre contre voilà, les agents pathogènes, etc., ça va être les cellules microgliales.
En termes de morphologie, à retenir rapidement, elles ont un noyau qui est allongé et dense, et elles vont également émettre des petits prolongements, donc fins, longs et épineux. On va maintenant passer à la névroglie périphérique, où on ne retrouve que deux types cellulaires. Donc d'abord, les cellules satellites, qui ressemblent en fait aux oligodendrocytes. Elles ont des petits prolongements qui vont venir s'enrouler autour des neurones. Et leur rôle principal, ça va être un rôle métabolique, un rôle de soutien. Donc c'est vraiment l'essence même des cellules gliales. On ne va pas plus que ça s'attarder dessus. Le deuxième type cellulaire, c'est vraiment le type cellulaire majeur en périphérie. Ce sont les cellules de Schwann. Donc on en a un petit peu parlé tout à l'heure. Ce sont en fait les homologues des oligodendrocytes, mais en périphérie du coup. Donc ces cellules de Schwann, elles vont pareil s'occuper de la synthèse de myéline pour les axones qui sont myéliniques du coup. Elles ont un noyau allongé, un cytoplasme assez réduit et une lame basale. Donc ça c'est pour la morphologie. Donc en fait, la différence entre les oligodendrocytes et les cellules de Schwann, ça va être d'abord que les oligodendrocytes, ils peuvent myéliniser plusieurs axones à la fois, jusqu'à 50 axones, donc c'est quand même assez conséquent, alors que la cellule de Schwann ne peut myéliniser qu'un seul axone. On va le voir à la diapo suivante, comment elle fait ça. Donc ça, c'est très important à retenir. L'oligodendrocyte, il fait plein de prolongements, donc il va pouvoir venir enrouler plein d'axones, alors que la cellule de Schwann, en fait, elle va venir elle-même directement s'enrouler autour de l'axone. C'est pas du tout par des prolongements, c'est vraiment la cellule qui va venir enrouler sa membrane plasmique autour de l'axone pour créer la gaine de myéline. Donc, ça explique le fait que cette cellule, les cellules de Schwann, ne peuvent myéliniser qu'un seul axone à la fois. Donc voilà, c'est vraiment les deux points, les deux différences qu'il faut retenir. Et on va tout de suite voir un petit peu comment la myélinisation se fait. Donc voilà, on voit juste ici comment en fait la cellule de Schwann va créer la gaine de myéline. On voit bien qu'en fait c'est directement la cellule qui se place autour de l'axone et qui vient s'enrouler pour former la gaine de myéline. Donc c'est au final, vous voyez au niveau de l'image 4, uniquement des replis de la membrane plasmique qui vont former la gaine. À aucun moment le cytoplasme des cellules va être en contact avec les neurones. Donc voilà, c'est simplement ça qu'il faut retenir. Et bien sûr, comme on l'a vu au niveau des oligodendrocytes, il y aura également la formation de nœuds de Ranvier en périphérique, hein. C'est la même chose. Au niveau périphérique, en fait, on peut retrouver deux types principaux de fibres nerveuses, le type myélinique et le type amyélinique. Donc d'abord, le type myélinique va se composer, comme on l'a vu, d'un axone unique qui va être entouré par les cellules de Schwann qui vont former la gaine de myéline en s'enroulant autour de la fibre. Donc ça, on l'a vu. Donc bien sûr, il va y avoir également la formation des nœuds de Ranvier. Et toute cette organisation va permettre une dépolarisation rapide et du coup une vitesse résultante qui va être rapide également, donc de l'ordre de 10 à 100 mètres par seconde. Et cette vitesse va être proportionnelle au diamètre de l'axone. Donc plus l'axone myélinique va être large, plus la vitesse va être importante. Le deuxième type, donc, c'est les fibres amyéliniques, qu'on appelle également les fibres de Remack, qui vont se composer là simplement d'un axone, qui va toujours être entouré par les cellules de Schwann, ça c'est très important à retenir, mais cette fois-ci, ces cellules, elles ne vont pas du tout former de gaine de myéline, donc elles ne vont pas en fait faire cette étape d'enroulement de la membrane plasmique, elles vont simplement former ce qu'on appelle une gaine de Schwann, donc c'est simplement le fait que l'axone va quand même être entouré de la cellule pour permettre sa protection, mais sans faire tous ces enroulements, donc sans gaine de myéline. Et on voit qu'ici, la vitesse est largement inférieure puisqu'elle est de 1 mètre par seconde et qu'elle est proportionnelle à la racine carrée du diamètre de l'axone. Donc ça, c'est une diapo assez importante. Retenez bien les ordres de grandeur des vitesses. Donc on en a maintenant fini avec la névroglie et on va voir en détail le neurone. Donc le neurone, c'est une cellule qui est totalement différenciée
et qui est spécialisé dans la communication intercellulaire. Donc, ils reçoivent les informations, ils les intègrent, ils les traitent, puis ils vont les propager vers les cellules voisines pour au final entraîner une réponse. Donc, c'est ce système en fait qu'on utilise, nous, pour répondre à notre environnement, à la fois externe et interne, donc au sein de notre propre organisme. Donc, un point qui est très important et qu'il faut noter, c'est que les neurones, ce sont des cellules post-mitotiques. Donc ça veut dire que ces cellules, elles ne vont pas proliférer, elles sont bloquées au stade G0. Donc ça, vous allez le revoir en musocèle normalement. En fait, ça veut dire que concrètement, elles ne peuvent pas entrer dans un stade de prolifération et on dit que ce sont des cellules quiescentes. Donc, si vous avez une attente neuronale qui va entraîner leur apoptose, donc c'est-à-dire leur destruction, ben, les neurones ne vont pas pouvoir se renouveler et donc ça peut entraîner dans certains cas, si l'atteinte est trop importante, des pertes de fonction. Et c'est ce qui arrive par exemple dans un AVC. Un autre type cellulaire, ça vous le reverrez, qui est incapable de se renouveler, ça va être les cellules du muscle cardiaque. Donc là aussi, si vous avez une destruction des cellules myocardiques, ça peut entraîner beaucoup de répercussions. La seule chose en fait qui est possible au niveau des neurones et que l'on va faire tout au long de notre vie, c'est de créer de nouvelles synapses. Et ça va nous permettre de créer en fait un réseau plus dense et plus performant dans notre cerveau. Et donc ça, c'est ce qu'on fait vraiment au quotidien. Ensuite, au niveau de la morphologie, on l'a déjà un petit peu vu, mais le neurone, il possède donc un corps cellulaire qu'on appelle également le péricardion ou le soma. Donc retenez ces termes parce que en cours, en général, les profs utilisent un des deux ou un des trois. Donc ce corps cellulaire a une forme variable et il va émettre des prolongements qu'on appelle les neurites. Donc ces prolongements, on les a vus rapidement, mais c'est donc l'axone et le dendrite. Donc l'axone est unique, il est en diamètre constant et il est myélinisé ou non. Et enfin, on va vous parler du terme d'arborisation terminale. Donc en fait, ça signifie que votre axone n'a pas de collatéral. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de ramification. Comme en ont par exemple les dendrites. Les dendrites, on l'a vu, c'est très ramifié, ça arrive un petit peu de partout pour se rejoindre et arriver jusqu'au corps cellulaire. Alors que l'axone, il part du corps cellulaire. C'est un prolongement qui est unique et qui ne se divise pas, sauf éventuellement tout au bout, où il peut former plusieurs terminaisons synaptiques, mais en tout cas, sur la grande partie de son trajet, il ne va pas émettre d'autres prolongements, c'est ça qu'il faut retenir. Et donc enfin, les dendrites qui sont des ramifications courtes, qui ont un diamètre décroissant et qui vont présenter des épines, mais on va détailler tout ça maintenant. Donc maintenant, on va détailler les différentes parties du neurone avec d'abord le corps cellulaire. Donc ce corps cellulaire, il est de forme et de taille variable, de 5 à 140 micromètres de diamètre. Et il contient un noyau, mais pas de centriole. Donc ça, c'est bien à retenir. Et ensuite, l'information capitale est ici à retenir et qui est très spécifique du neurone, ça va être les corps de Nissl. Donc les corps de Nissl, ce sont des équipements enzymatiques de protéosynthèse. Donc en fait, ils vont permettre de synthétiser des protéines. Et ces corps de Nissl, ils vont être présents dans les dendrites et dans les corps cellulaires, mais pas dans les axones. Ça, c'est très important à retenir. Au niveau du coup de ce corps cellulaire, on retrouve également un appareil de Golgi et un réticulum endoplasmique lisse très abondant et également de nombreuses vésicules. Donc ce corps cellulaire, comme on l'a vu, c'est l'origine des neurites, donc axones et dendrites, et on retrouve également beaucoup de mitochondries qui vont permettre de fournir de l'énergie aux neurones qui sont des cellules très consommatrices en énergie. Donc les dendrites, ce sont des prolongements multiples, courts et effilés qui ont un diamètre décroissant en s'éloignant du soma. Et comme on l'a vu, ce sont des structures réceptrices des informations. Donc l'information arrive au niveau de ces dendrites et ensuite vont cheminer à l'intérieur de ces prolongements pour atteindre le corps cellulaire. Au niveau de ces prolongements, on retrouve des épines dendritiques qui sont composées d'un pédicule et d'une protubérance et qui vont permettre de réceptionner plus efficacement les informations.
Au niveau de ces prolongements, on retrouve également un équipement enzymatique de protéosynthèse comme dans le soma, qui va permettre à la fois de faire la synthèse de neurotransmetteurs et également la synthèse et l'expression rapide de récepteurs au niveau de la membrane plasmique. Un point à noter ici aussi, c'est que au niveau des dendrites, on a seulement de la traduction, on n'a pas du tout de transcription. Parce que la transcription, en fait, ça se fait au niveau du noyau. Donc ça, vous le reverrez en génome, mais une fois que vous avez votre molécule d'ADN, pour former les protéines, cet ADN va être transcrit en ARN messager, et ensuite l'ARN messager sera traduit en protéines. Et cette traduction peut se faire au niveau des dendrites. Par contre, la transcription, donc c'est-à-dire la transformation de l'ADN en ARN messager, ne peut pas se faire au niveau des dendrites et se fera uniquement dans le noyau. Donc on termine avec l'axone, qui est donc unique, comme on l'a vu, qui peut être de longueur très variable, ça peut aller jusqu'à 1 mètre, et qui a un diamètre constant. Donc ça, c'est vraiment une grosse différence avec les dendrites, le diamètre est constant, et peut varier donc de 1 à 15 micromètres. C'est la structure effectrice, donc c'est-à-dire que l'information va transiter depuis le corps cellulaire tout au long de l'axone pour arriver au niveau d'une synapse. Et comme on l'a vu un petit peu précédemment, cet axone il va prendre naissance au niveau d'une zone qu'on appelle le cône d'implantation. Et au niveau de ce cône, on va retrouver beaucoup de canaux Na+, voltage dépendant. C'est ce qu'on appelle la zone gâchette. Et c'est ce qui va permettre en fait la formation de l'influx nerveux grâce à la dépolarisation membranaire. Donc c'est en fait le lieu vraiment de naissance de cet influx nerveux qu'on appelle le potentiel d'action, donc que vous écrivez PA. Et donc une fois que ce potentiel d'action a transité tout au long de l'axone, il va arriver à la synapse où il va être codé en information chimique, on va le revoir. Donc justement pour finir, on va parler de la synapse qui est composée de 3 éléments. Donc d'abord un élément présynaptique qu'on appelle aussi le bouton présynaptique, où on va retrouver le stock de vésicules de neurotransmetteurs ainsi que beaucoup de canaux calcium. Donc en fait, le principe même de la synapse, ça va être de transformer l'information qui arrive au niveau du bouton présynaptique, donc l'influx nerveux, le potentiel d'action, de le transformer en une information chimique, donc des neurotransmetteurs qui vont être libérés au niveau de la fente synaptique pour ensuite permettre que le message en fait continue à se propager. Donc on passe d'une activité électrique à quelque chose de chimique. Donc ça c'est permis en fait grâce à ces canaux calcium qui vont permettre une fois ouverts l'exocytose, donc la libération des vésicules de neurotransmetteurs dans cette fente synaptique. Donc cette fente synaptique justement, elle mesure de 20 à 40 nanomètres et elle est remplie de liquide interstitiel avec également présence d'enzymes et de cadérine. Donc une fois que ces petits neurotransmetteurs vont avoir traversé la fente, ils vont arriver au niveau de l'élément post-synaptique et vont se fixer sur 2 types de récepteurs, donc soit les ionotropes qui vont être inhibiteurs ou excitateurs et qui sont des récepteurs canaux, ou alors les métabotropes qui sont des récepteurs couplés aux protéines G. On va le voir dans la diapo suivante. Et de toute façon, vous reverrez un petit peu tout ça dans vos cours de pharmacodynamie. Justement, ici, on va donc détailler les 2 types de récepteurs qui sont présents en postsynaptique, en commençant par les ionotropiques ou les ionotropes à droite. Donc, ici, vous voyez que le neurotransmetteur en rouge va venir se fixer sur le récepteur, ce qui va entraîner l'ouverture ou la fermeture du canal où vont transiter les ions. Donc c'est le petit canal que vous voyez au milieu de la forme violette, qui est le récepteur en lui-même. Et du coup, forcément, en fonction du neurotransmetteur qui va être libéré, ça va soit donc ouvrir le canal, soit le fermer. Et également, vous n'allez pas agir sur les mêmes récepteurs en fonction du neurotransmetteur. Bien sûr, chaque neurotransmetteur, par exemple l'adrénaline, la noradrénaline, qui sont des neurotransmetteurs, vont activer un type de récepteur bien différent. Et donc à chaque récepteur,
sera associé un certain mouvement ionique, donc ça ne va pas forcément être les mêmes ions. Et donc tous ces paramètres vont permettre au final de former des réponses plus ou moins différentes en activant l'activité neuronale ou en l'inhibant. Donc voilà, ça c'est pour les ionotropes qui sont assez classiques. Ensuite, on a donc les métabotropiques ou métabotropes. Donc ça, ces récepteurs, ce sont des RCPG. Donc ça, vous allez le revoir assez longuement en pharmaco. Mais du coup, des RCPG, ça signifie récepteurs couplés aux protéines G. Donc rapidement, en fait, on va voir la morphologie du récepteur. Donc vous voyez qu'on a 7 petits cylindres verts tout à gauche, qu'on appelle du coup des passages transmembranaires. Donc tous les RCPG comportent 7 passages transmembranaires, donc ces petits cylindres. En fait, votre neurotransmetteur va venir se fixer sur ces passages transmembranaires et cette fixation va entraîner l'activation de la protéine G. La protéine G, c'est ce que vous voyez, c'est la petite partie marron qui est couplée, vous le voyez, à un petit GTP. Bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce que c'est assez complexe et vous le reverrez. Mais en gros, voilà, là, la fixation du neurotransmetteur va activer la protéine G qui va entraîner plusieurs cascades en fait enzymatiques avec notamment des phosphorylations, etc. Et au final, toutes ces cascades vont permettre, comme dans les récepteurs ionotropiques, l'ouverture ou la fermeture d'un canal ionique qui se situe à côté du récepteur et donc encore une fois des mouvements ioniques. Donc c'est un petit peu une manière indirecte de faire, puisque pour les ionotropiques, ça passe directement par un canal. Pour les RCPG, c'est toute une cascade qui est régie un petit peu par la protéine G, qui va aboutir pareil à l'ouverture ou la fermeture d'un canal. Et donc dans les deux cas, c'est bien les mouvements ioniques qui vont permettre de faire les actions au niveau neuronal. En aucun cas, les neurotransmetteurs n'entrent à l'intérieur de la cellule. Petit point aussi, juste une petite remarque, c'est que ces protéines G, elles sont de différents types. Donc vous en avez plein, vous avez les GQ, les GS, les GI, etc. qui vont donc entraîner plein de réponses différentes, comme dans les ionotropiques, hein, en fonction du neurotransmetteur, en fonction des ions, en fonction du récepteur. Tous ces paramètres vont moduler différemment l'activité neuronale. Donc cette diapositive, c'est pour faire un petit résumé de ce qu'on a vu sur les synapses pour que ça soit bien clair. Donc on a vu qu'on a bien notre influx nerveux qui a transité le long de l'axone, qui va arriver au niveau du bouton présynaptique et qui va activer donc l'ouverture des canaux calcium que vous voyez en rose. Ça va permettre une entrée massive de calcium à l'intérieur du bouton synaptique qui va permettre l'exocytose des vésicules de neurotransmetteurs dans la fente. Donc les neurotransmetteurs se retrouvent dans la fente, viennent se fixer sur les deux types de récepteurs qui sont présents en postsynaptique, donc vous voyez en bleu, et qui sont donc des deux types qu'on a vus à la diapo précédente. Donc un petit point aussi à voir, c'est que sur ce schéma, vous voyez que l'élément présynaptique, c'est bien la terminaison axonale au niveau du premier neurone, et l'élément postsynaptique, ça va être une dendrite, puisque le but, c'est quand même de former une chaîne et de transmettre l'information d'un premier neurone vers un deuxième neurone. Donc c'est ces dendrites qui vont récupérer l'information, les amener au corps cellulaire, qui va les transmettre à l'axone, etc., etc. Donc dans la très très grande majorité des cas, ce sont des dendrites, mais il y a des cas plus rares où ça peut être directement le corps cellulaire, voire des axones dans de très très rares cas. Voilà, c'est juste un petit détail à retenir et c'est tout. Donc la dernière notion qu'on va aborder, c'est la notion de sommation temporelle et ou spatiale au niveau de l'élément postsynaptique. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que les influx nerveux qui arrivent au niveau de la synapse, ils peuvent s'additionner dans le temps et ou dans l'espace. Donc ça veut dire que, par exemple, si vous avez deux petits influx nerveux, donc assez faibles, qui arrivent dans un laps de temps très court au niveau de la synapse, ils vont pouvoir s'additionner pour former un influx nerveux plus important. Donc en fait, cette sommation, elle s'explique par le fait que le potentiel d'action, donc l'influx nerveux qui va être créé
au niveau du neurone numéro 2. Donc, je vous renvoie au schéma de la diapo d'avant. Je les ai voilà, numérotés neurone 1 et neurone 2. Donc, le potentiel d'action qui va se former au niveau du neurone 2, il va pouvoir se former que si l'influx nerveux qui arrive du neurone 1 a dépassé un certain seuil d'activité électrique. Donc pour expliquer un peu tout ça, en gros, comme on l'a vu, vous avez votre influx nerveux qui arrive au niveau de votre axone du neurone en amont, du coup du neurone 1, et cet influx nerveux va entraîner toute une cascade avec voilà, la libération de neurotransmetteurs, etc. Toute cette cascade va aboutir en post-synaptique, donc au niveau du neurone 2, à la formation d'un potentiel électrique, un potentiel d'action qui va permettre en fait de transmettre l'information entre ces deux neurones pour qu'elle transite et qu'elle continue son chemin au travers de toute la chaîne axonale, enfin toute la chaîne de neurones. Et donc en fait ça c'est permis, cette formation d'un potentiel d'action au niveau du neurone 2, ça va être permis que si on a dépassé un certain seuil d'activité électrique de l'influx nerveux au niveau du neurone 1. Si votre influx nerveux il est trop faible, ça ne va pas permettre de dépasser ce seuil et du coup le potentiel d'action ne va pas pouvoir être formé et l'information ne va pas pouvoir se propager. Donc ce seuil c'est vraiment une notion hyper importante et ça va nous mener en fait à la loi du tout ou rien. Donc la loi du tout ou rien, elle nous dit que si on a dépassé ce seuil d'influx nerveux dans le neurone 1, on va pouvoir former notre potentiel d'action. Et ce potentiel d'action, il sera d'intensité maximale et constante au niveau de la zone gâchette. Donc ça veut dire que tous les potentiels d'action qui vont être créés au niveau des neurones, ils sont toujours identiques. Vous n'avez pas un petit potentiel d'action, puis un grand, puis un moyen. Ils sont toujours identiques, ils ont toujours la même intensité, donc qui est maximale et constante. Et au niveau de la zone gâchette, c'est tout simplement pour vous rappeler que les potentiels d'action, comme on l'a vu, ils se forment au niveau du petit cône d'émergence de l'axone. Donc c'est au niveau de la zone gâchette où on retrouve beaucoup de canaux Na+ voltage dépendant. Et donc cette loi du tout ou rien, elle nous dit que si jamais on dépasse le seuil, on forme ce potentiel d'action qui sera toujours identique, quel que soit l'influx nerveux afférent. Mais si on ne dépasse pas ce seuil, eh bien on ne formera tout simplement pas de potentiel d'action et donc l'information ne peut pas se propager. Donc en fait c'est là qu'intervient la notion de sommation, puisque cette sommation ça va nous permettre justement d'empêcher le fait que ces potentiels d'action peuvent parfois ne pas se former. En fait, dès que l'influx nerveux il va être trop faible, on va l'additionner avec un autre influx nerveux afférent, donc au niveau du neurone 1, également un peu faible, pour former un influx nerveux beaucoup plus important qui permettra de dépasser le seuil et donc de former le potentiel d'action dans le neurone numéro 2. Donc voilà pour cette petite explication-là. Un petit point aussi, c'est que ce seuil, c'est donc un seuil d'activité électrique et on va l'exprimer en millivolts. Donc on le note, donc petit m grand V, et ça va être donc le reflet de l'intensité de l'influx nerveux. On va voir ça à la diapo suivante. Et dernière chose, ça c'est assez logique, mais bien sûr cet influx nerveux qui arrive au niveau d'une synapse, il peut être soit excitateur, soit inhibiteur, et on utilise ces petites abréviations PPSE et PPSI. Donc ici, cette diapo, c'est juste pour vous montrer très brièvement un potentiel d'action, comment ça se représente. Donc à gauche, vous voyez le potentiel électrique de la membrane plasmique de l'axone, et vous voyez que dès qu'on va dépasser le seuil, le potentiel d'action va se former, et il va toujours être de la même intensité, donc il va toujours atteindre le même potentiel. Et donc voilà, on en a fini avec ce cours sur le tissu nerveux. J'espère que ça va vous aider à l'aborder un petit peu plus sereinement quand vous allez le voir en cours. Et puis je vous souhaite bon courage pour la suite de cette année.